Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, le cessez-le-feu prévu, attendu et voulu par les Américains en Ukraine a déjà volé en éclats dès le premier jour même de sa mise en œuvre. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu n'a pas duré plus d'une journée qu'il a été lui-même violé, d'abord par les Ukrainiens et ensuite par les Russes qui ont riposté aux attaques des Ukrainiens. C'est plusieurs drones que l'Ukraine a envoyés, plusieurs dizaines de drones que l'Ukraine a envoyés sur le sol russe. Et la Russie a riposté de façon vigoureuse. Les amis, les Russes ne sont pas aussi naïfs que ça. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait un cessez-le-feu en Ukraine. Le premier cessez-le-feu qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie, c'était en 2014, après l'occupation de la Crimée. Ils ont fait une trêve, ils ont commencé à... les Russes ont recommencé à retirer leurs troupes. Et quand l'Ukraine s'est approvisionnée en armes, très rapidement d'ailleurs, eh ben, elle n'a pas attendu plusieurs mois pour qu'elle reprenne la guerre. Et c'est encore reparti. Jusqu'en 2015, un an plus tard, ils vont encore s'asseoir avec les Français et les Allemands pour ce qu'on appelait Minsk II. Minsk I, 2014, Minsk II, 2015. Et là, ils ont signé encore d'autres accords et la Russie a dit qu'elle ne va plus attaquer et les Ukrainiens aussi ne vont plus attaquer. Mais c'était sans connaître le derrière de l'histoire, la face cachée de cette affaire, notamment pour les Européens qui pensaient que ces accords-là, ça permettrait, ce cessez-le-feu permettra donc à l'Ukraine de se réapprovisionner en armes. Et c'est ce que les Européens ont fait. Les Européens, apparemment, selon les experts russes et même occidentaux, en 2027, là, c'est l'Ukraine qui allait directement attaquer la Russie. Et quand la Russie, qui a un service de renseignement très performant, s'est rendu compte de ça, la Russie a dévancé pour ne pas laisser son ennemi prendre le dessus sur elle. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Minsk I, 2014, premier cessez-le-feu, violé par l'Ukraine, parce que l'Ukraine avait trouvé encore plus un bon stock d'armes. Minsk II, encore un autre cessez-le-feu en 2015, et l'Occident préparait donc l'Ukraine pour une véritable guerre. Et maintenant est arrivé 2022. 2022, quand le 24 février, la Russie envahit carrément l'Ukraine, la Russie est pratiquement à Kiev. L'Ukraine va négocier avec la Russie en Turquie. Les deux vont tomber d'accord et vont demander à la Russie pour montrer sa bonne foi, qu'elle puisse retirer ses troupes. Et elle a retiré les troupes autour de Kiev, la capitale ukrainienne. Et dès qu'elle a retiré ses troupes, c'est la Grande-Bretagne, le premier ministre de l'époque, Boris Johnson, je crois, qui va se rendre lui-même à Kiev pour venir dire à Zelensky que tu ne peux pas continuer à faire ça parce que nous allons te donner des armes pour arriver à détruire la Russie jusqu'au bout et vous serez un héros parce que c'est vous qui avez commencé à attaquer la Russie. Les amis, dans l'histoire de la Russie, depuis tout le temps, la Russie a toujours été attaquée par l'Ukraine. Tous les ennemis, que ce soit Napoléon, que ce soit les Allemands, ils passent toujours par l'Ukraine. C'est la porte d'entrée de la Russie. Si vous voulez déstabiliser la Russie, vous devez passer par l'Ukraine. C'est un peu psychologique, c'est un peu métaphysique. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par l'Ukraine, c'est difficile de déstabiliser la Russie. C'est pour ça que la Russie doit tout faire pour pouvoir se protéger. Maintenant, il y a un problème. Les amis, le cessez-le-feu, le troisième cessez-le-feu, donc celui de 2022,
a été encore une fois de plus violée par l'Ukraine. Et puis, bon, la guerre a repris avec de plus haute intensité. Et les Américains viennent avec un 4e cessez-le-feu, celui que vous avez entendu parler. Ils ont négocié en Arabie Saoudite. Et puis maintenant, ils sont parlé, Poutine et Trump ont parlé au téléphone. Et on devrait mettre en place, en œuvre ce nouveau cessez-le-feu. Lui aussi, il est parti en éclats. Il a volé en éclats. Alors, les Russes savent que les décisions, les engagements américains n'engagent que les Américains eux-mêmes. C'est-à-dire quand un président américain prend une disposition, un autre président américain, quand il vient, il n'est pas obligé de les respecter. C'est ce que nous avons vu avec l'Iran. Barack Obama avait négocié avec l'Iran. Quand Donald Trump est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a arrêté toutes ses négociations avec l'Iran. Et il a repris avec les sanctions. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est Trump lui-même qui revient, qui demande encore qu'on puisse, que l'Iran puisse arrêter son programme nucléaire. Et l'Iran demande d'abord de lever les sanctions et de négocier. Donc les Russes savent. Mais les Russes savent aussi que pour attaquer le pont de Crimée, d'où venaient les attaques, les missiles? Ça venait de Odessa, de la ville d'Odessa. Ce qui fait de la ville d'Odessa un objectif prioritaire, essentiel et fondamental pour la Russie. Cette guerre, si la Russie ne prend pas Odessa, alors les amis, attendez-vous à une guerre plus intense que les Européens vont mettre en œuvre. Au moment où je vous parle, les chefs d'état-major de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne sont en Angleterre, au Royaume-Uni, pour préparer une éventuelle attaque contre la Russie. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et Emmanuel Macron a même demandé à sa population de commencer déjà à faire des réserves parce que les temps vont devenir durs, les amis. Donc, ce que Trump veut comme cessez-le-feu, ce n'est pas un vrai cessez-le-feu. Même Trump lui-même, je pense qu'il n'y croit pas. Il n'y veut pas. Parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est acheter l'Ukraine, c'est s'emparer de l'Ukraine. Les matières premières, les terres rares, il l'a déjà dit ouvertement. Maintenant, il veut prendre carrément toutes les centrales énergétiques de l'Ukraine. Voilà ce qui motive Donald Trump. Ce n'est pas la paix en Ukraine, mais ce sont des intérêts économiques que un processus de paix pourrait apporter aux États-Unis. Voilà, exactement. Et les Russes le savent. Les Russes ne vont pas tomber dans le piège. Ça m'étonnerait qu'ils tombent dans le piège une énième fois. Ils sont tombés en 2014, ils sont tombés en 2015, ils sont tombés en 2022. Je pense qu'en 2025, là, ça m'étonnerait que les Russes puissent encore tomber. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.